On va laisser la parole à Virginie Nicolas, qui est présidente de l'association française, des concepteurs lumière et éclairagistes, c'est un lapsus, voilà, l'ACE, que vous connaissez tous, j'espère. De profession, elle est conceptrice lumière chez Concepto, elle est chef de projet. Et Concepto, vous savez, a déménagé d'une ville à une autre proche, et maintenant l'agence est basée à Arcueil, dans le sud de Paris. Voilà, je lui laisse la parole. Merci d'être encore là. Vous êtes un auditoire tout à fait attentif, c'est très agréable. Voilà, moi ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, et c'est très intéressant parce qu'on travaille tous dans des endroits différents de cette grande machinerie pour impacter moins le vivant avec la lumière. Donc nous, les concepteurs lumière, donc je parle vraiment pour la communauté que je représente, qui est vraiment dans un travail d'émulation. Comment on a appréhendé en fait cette question des trames noires? Comme ça a été dit, ça fait déjà 10 ans qu'on les intègre dans des études d'urbanisme lumière. Et nous, c'est vrai qu'on s'interroge en particulier, et on étudie plus particulièrement une espèce très invasive, avec des forts besoins émotionnels et très contrastés, c'est l'espèce humaine, qui a cette fâcheuse tendance à se déployer dans le temps et dans l'espace de plus en plus largement pour coloniser la nuit. Et effectivement, il y a des frictions, il y a des conflits entre cet usage extensif de l'espace et dans le temps et la biodiversité qu'on aimerait quand même ne pas détruire trop vite, si c'est pas complètement. Donc tout d'abord, effectivement, je suis contente de ne pas devoir développer trop ça. Donc je vous présente la trame sombre de Rennes pour ceux qui l'ont reconnu. Le croisement des trames vertes et bleues. Donc en effet, nous, quand on commence, on a besoin des données d'entrée qui ont été évoquées. C'est hyper important parce qu'on n'est pas écologue. Donc on ne va pas savoir analyser la biodiversité d'un territoire, ni les déplacements des espèces, ni les espèces qui sont plus fragiles que d'autres. Donc c'est très important quand on arrive sur un terrain qu'on ait ces infos. Alors les infos d'entrée, on les a de plus en plus parce que quand on nous appelle pour faire une trame noire dans un cadre d'un schéma directeur d'aménagement lumière, c'est qu'on se préoccupe déjà de cette biodiversité. Donc la majorité des territoires nous donnent des données d'entrée assez importantes, qu'on a des fois du mal à exploiter. C'est pour ça qu'on fait de plus en plus et quasiment tout le temps équipe avec des écologues, et tant mieux. Donc effectivement, ce recoupement géographique des trames vertes et bleues permet de déduire une trame noire d'endroits effectivement où il faut donner priorité à la biodiversité, c'est-à-dire ne pas allumer, éteindre le moins allumé possible, comme ça a été déjà très bien expliqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a effectivement une histoire dynamique des espèces nocturnes, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on a un rapport de saisonnalité qui n'a pas trop été abordé encore, mais qui évidemment fait écho avec toutes les nouvelles technologies dynamiques. C'est que ce n'est pas la même chose d'allumer en début de soirée, en hiver et en été, en cœur de nuit, c'est pas du tout pareil. Et il y a cette notion aussi intéressante que je voudrais aborder sur les trames vertes et bleues, c'est qu'il y a la notion des strates au niveau de l'espace, c'est-à-dire qu'il y a des choses au sol, il y a des choses dans les milieux humides, il y a des choses dans les canopées. Et en effet, nous, on pense aussi les volumes d'éclairage en 3 dimensions. Donc il y a en plus cette notion de 3 dimensions qui fait que la lumière, on essaie de la faire glisser pour qu'elle impacte le moins possible. Donc ça, c'est effectivement toutes les espèces qu'on peut croiser. Donc le premier travail, c'est d'identifier quelles sont les forces en présence, quelles sont les fragilités surtout en présence. La deuxième étape, donc là c'était les strates dont je vous parlais tout à l'heure, avec complexité supplémentaire, c'est qu'effectivement chaque taxon n'a pas la même sensibilité à la même lumière. Alors il y a effectivement cette tendance, ce consensus scientifique maintenant sur les teintes chaudes, donc on s'appuie dessus et tant mieux. La deuxième étape, donc je vous disais, cet animal très complexe, les usages nocturnes, donc les concepteurs lumière, c'est notre plaisir et c'est un peu notre savoir-faire, c'est qu'on essaie de comprendre où sont les humains, comment ils se déploient aujourd'hui, comment ils vont se déployer maintenant, parce que les stratégies d'urbanisme lumière, c'est sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et pour ça, en fait, on fait des croisements cartographiques, un petit peu comme il a été fait sur la biodiversité, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on regarde à la fois les populations en présence, leur dynamique nocturne, voire aussi le rapport avec les systèmes de transport. Et c'est là qu'il y a des conflits les plus fréquents dans les projets, c'est qu'effectivement, il y a des continuités nocturnes de noir pour la biodiversité, des corridors, et il y a aussi des sites de transport, et il y a des liaisons à assurer sur les humains quand ils se déplacent. Donc c'est là souvent que ça coince, en fait. On a du mal à faire des poches d'humains et des poches de biodiversité ou des couloirs noirs avec des poches d'humains au milieu, ou est-ce qu'il faut faire des couloirs d'humains avec des poches noires au milieu, ou est-ce que tout ça, c'est un peu les deux? Mais en tout ça, ça se croise. Et effectivement, il y a des zones de conflit. Il y a des endroits où, bien évidemment, c'est la biodiversité qui prime, c'est la route dans la forêt, il faut l'éteindre. Il y a eu des erreurs de fait, des choses qui n'étaient pas nécessaires. Des fois, l'éclairage a été surdéployé, donc il faut le replier. Il n'y a peut-être pas besoin de tout ça.
Mais il y a aussi tout ça, c'est quand replier un éclairage, l'abaisser, il y a vraiment une question d'acceptabilité. Parce qu'évidemment, il y a l'insécurité réelle, il y a l'insécurité ressentie, et elle n'est pas moins importante. Et en effet, elle est liée à des facteurs très complexes. Et ce qui n'est pas simple, c'est que ça dépend beaucoup des populations. Quelqu'un de seul n'a pas peur de la même manière que quelqu'un qui est en groupe. Et ce qui est aussi compliqué, ça a été évoqué très bien tout à l'heure, c'est que quand on va vite, on a moins peur si c'est moins éclairé, parce qu'on a une capacité de fuite, c'est vraiment l'animal en nous qui le sait. Quand on est piéton, on se sent un peu plus vulnérable. Il y a aussi un rapport à la familiarité du lieu, c'est-à-dire si je connais le lieu, j'ai tendance à l'appréhender et à justement connaître les lignes de fuite, et du coup ne pas avoir peur. Ou alors, à raison, j'ai peur parce qu'en fait, j'habite dans un quartier hyper craignos. Donc voilà, mais en tout cas, il y a un rapport avec la familiarité du lieu, pas la familiarité du lieu. Ce qui va qu'en fait, le niveau d'acceptabilité de pénombre, il est extrêmement lié à la typologie d'humains qui se déplacent. Donc c'est là qu'on va sur le terrain. Donc on marche et on rencontre les gens. Et c'est très intéressant parce qu'on leur demande ce qu'ils ressentent, parce que nous, on projette des choses et tout est relatif aux expériences passées. C'est-à-dire si je suis en capacité physique forte, j'aurai assez peu peur. Si je viens d'un endroit très dense, plutôt mal famé, j'aurais pas trop peur dans les villages, alors qu'en fait, quelqu'un qui habite là n'aura pas le même ressenti. Donc, il faut beaucoup discuter. Et on va effectivement, on se fait interpeller sur le terrain par deux populations. Il y a les gens qui trouvent qu'on éclaire trop, qu'on devrait éteindre. Il y a le droit à la nuit, qui est effectivement qu'on entend beaucoup en ce moment. Puis il y a aussi le droit à la lumière, des gens qui disent mais c'est tout noir, il faudrait éclairer. Et donc c'est du cas par cas. Donc effectivement il n'y a pas, comme disait, il n'y a pas encore de solution idéale, mais il n'y en aura pas de solution idéale, parce qu'en fait c'est du cas par cas, c'est du tricotage. C'est ça qui est très intéressant. Mais comme c'est de la pensée complexe, c'est pas toujours facile à déployer. Donc pour ça en fait c'est beaucoup du travail de cartographie. Là je vous montre un petit exemple pour vous expliquer un petit peu, mais des cartes comme ça, on en fait vraiment sur plusieurs moments, d'analyser les usages la nuit. Pas le jour, et puis à différents moments, c'est pas la même chose la semaine et le week-end, c'est pas la même chose l'hiver que l'été, et évidemment dans chaque quartier c'est pas pareil. Donc nous on a ces petites iconographies comme ça où on se dit tiens, alors là-dedans il y a du projeté, il y a ce qu'on aimerait que les se passe quand on veut développer urbainement quelque chose, et puis il y a ce qui existe, et puis il y a effectivement l'occasionnel, l'exceptionnel, et tout de suite on voit apparaître des régimes d'allumage ou une stratégie en tout cas d'allumage. Et puis en cœur de nuit, voilà, là je montre deux étapes un peu extrêmes, voilà, il y a beaucoup moins de choses qui se passent. Et d'autres usages qui apparaissent. Quand il n'y a plus rien, on peut regarder les étoiles au milieu de la pelouse. Et en fait, ce droit-là, cet accès à la nature et à la beauté, ça va être un des arguments forts de sensibilisation pour dire qu'on va peut-être éteindre, par exemple, l'espace autour du télescope, la nuit. Mais peut-être en été, ou on ne sait pas. Voilà, c'est à discuter. La troisième étape, donc quand on a bien compris comment les animaux, leurs besoins, et puis les humains aussi, leurs besoins, qu'on a recoupé toutes ces cartographies, on va aussi regarder un petit peu la situation de l'éclairage dans cet espace, c'est-à-dire quelle est la stratégie lumière qui a été développée, quel est le niveau de sophistication des matériels. Et c'est important, je le dis parce qu'en fait, oui, ça a été déjà dit, mais des choses qu'on proposait il y a 10 ans ne passaient pas, et puis elles passent aujourd'hui. Donc il faut re-questionner les interprétations des normes. Ça, c'est vachement important. Parce qu'avant même de dire on gradue ou je sais pas quoi, déjà, il ne faudrait pas suréclairer. Donc nous, on a vraiment ce travail de se reposer une nouvelle fois la question, parce que la norme 13201 le permet, de quel est le minimum qu'on puisse mettre dans un endroit. Et c'est étonnant, des fois, comme on peut abaisser par deux les niveaux, vraiment, dans beaucoup d'endroits. Paris en premier, on l'a fait, et c'est vraiment important. Et là, je mets ce mot qui vraiment, faut pas qu'on l'oublie dans toutes ces discussions, c'est l'analyse sensible et qualitative, c'est pas quantitative. C'est important de ne pas oublier cet aspect des choses. C'est-à-dire qu'on peut se sentir bien avec des niveaux bas, vous le savez, mais en même temps, quand on a cette approche de dire qu'est-ce qui est nécessaire de laisser allumer, cette histoire du nécessaire, il faut la questionner vraiment longtemps, quoi. Parce que j'ai vu, moi, des propositions de dire laissons éclairer les chaussées, on éteint les trottoirs, parce qu'il y a des arbres sur les trottoirs. Ça a été dit par des gens qui s'intéressent beaucoup à la nuit et qui se disent non, enlevons ce qui n'est pas nécessaire. Je voudrais qu'on prenne tous le temps de se questionner sur le nécessaire. Pour le commerçant, ouais, c'est nécessaire qu'il y ait un peu de lumière sur sa terrasse pour attirer les gens. Pour le riverain, c'est nécessaire que ce soit éteint pour qu'il puisse dormir. Donc voilà, il y a des enjeux contradictoires et il n'y a pas de bon ou de méchant. Voilà, il y a juste des compromis à trouver. Donc effectivement, quand on arrive sur un territoire, on essaie de comprendre aussi son identité nocturne pour trouver sa spécificité. Donc on analyse les atmosphères quotidiennes, le banal, comment ça se définit un peu cette image nocturne, et puis l'extraordinaire. Et effectivement, dans cet extraordinaire, on va avoir cette approche. Est-ce que c'est pas trop ?
Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que ça pollue pas? Est-ce que aussi il n'y a pas des animaux qui nichent là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas des zones à éteindre? Donc il y a des études d'impact comme ça maintenant sur les lumières patrimoniales. Donc avant de mettre à la poubelle toutes les lumières patrimoniales qui participent à la poésie des villes, s'il vous plaît, protégeons un petit peu aussi la poésie de la nuit en ville et disons peut-être qu'on peut éteindre très tôt, on peut peut-être ne pas éclairer dans certains contextes et dans d'autres on peut le faire. Mais en tout cas, il y a de la place, la pensée n'est pas binaire entre le nécessaire, le beau qui est inutile et le nécessaire qui est fonctionnel et qui doit être sur le sol. Donc voilà l'approche en gros des concepteurs lumière. Alors j'ai observé plusieurs études de mes confrères, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une école un peu très claire qui se profile sur l'urbanisme lumière et les trames noires. C'est donc première donnée d'entrée, c'est l'analyse environnementale, le besoin du noir. La deuxième, c'est l'analyse des usages nocturnes, le besoin de la lumière. Après, l'identité lumière existante et comment on la fait évoluer pour rencontrer ces doubles besoins. Et après, qu'est-ce qui sort quand on a superposé tous ces travaux cartographiques? C'est les zones de friction. Et alors, les frictions, elles sont géographiques et temporelles. Ça, on l'a bien approché déjà. Il y a des endroits où il faut éteindre à certains moments. Et il y a des priorités à donner, soit aux humains, soit à la biodiversité à certains moments de l'année. Et j'aime beaucoup cet exemple à La Réunion d'une ville qui sait éteindre à certains moments de l'année parce qu'il y a une migration d'oiseaux au-dessus. C'est magnifique quand on arrive à sensibiliser la population de cette manière et ils prennent tous leur lampe de poche. Et pourquoi pas? Il faut qu'on arrive à faire ça. Voilà, donc la stratégie trame noire, on essaie de faire moins de 5 nuances de gris pour pas que ça soit trop compliqué intellectuellement. Et puis effectivement, tout de suite, il y a les priorités d'intervention, les erreurs, c'est-à-dire les endroits où on a mis de la lumière dans un parking où il n'y a pas grand monde, au milieu de la forêt, en bordant un parc. Faut sectoriser de manière assez simple quand même, avec des objectifs clairs, pour que ce soit pas trop sophistiqué, mais que ça réponde quand même avec justesse. C'est ce travail-là qui est compliqué. Et il faut après résoudre les zones de friction au cas par cas. Donc à chaque fois se poser la question, quelles sont les activités humaines, quelle est vraiment la biodiversité en présence, quels types d'animaux sont particulièrement sensibles à cet endroit, et quelle est l'acceptabilité de la pénombre dans ce site. Et si l'acceptabilité n'est pas assez haute, eh ben, il faut faire tout un travail un peu long de communication, d'expérimentation, faire des nuits des étoiles, faire des marches, pour que cette acceptabilité, elle monte un peu, et qu'on n'ait pas de rejet de l'extinction. C'est important, ça, de ne pas avoir de rejet de la population de tous ces efforts vertueux. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé la présentation tout à l'heure qui disait qu'il voilà, faut proposer le bon niveau de sophistication technologique. Comme un éclairage urbain, ça se développe sur 30 ans. Moi, je ne crois pas effectivement au smart lighting monomarque où tout le monde va communiquer parce que les protocoles de communication, ils évoluent. Il y a de l'obsolescence logicielle. Donc moi, je crois personnellement plus à l'intelligence locale et je crois aussi que la réponse intelligente, il n'y a que certains endroits qui le requièrent. Il y a des endroits où c'est évident que éteindre en cœur de nuit, ce sera bien et il y a des endroits où c'est évident qu'il faut laisser un peu de lumière en cœur de nuit. Et voilà, le bon niveau de sophistication technologique, des fois le low-tech, c'est bien et ça marche. Et c'est la meilleure réponse et c'est pas trop cher et c'est très rapide. Donc aussi, c'est questionner aussi la rapidité de déploiement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on agisse vite. Là, on n'est pas en train de se projeter en 2050 pour enlever la pollution lumineuse. Ça serait bien que ça soit un peu plus rapide que ça. Et donc pour l'acceptabilité, nous on va sur le terrain, puis il faut tester, communiquer, tester. Et en tout cas sur le terrain, ce que j'entends, c'est que c'est plutôt positif en fait l'acceptabilité de tous ces efforts. Les gens comprennent, les gens acceptent, pour peu qu'on leur parle avant, pendant, voilà, qu'on fasse pas semblant de leur demander, qu'on leur demande vraiment. Et que ce soit réversible, dire aussi que c'est ouvert, c'est-à-dire qu'il faut être aussi capable, et ça c'est pas facile, de demander à des gens d'un quartier, est-ce qu'on pourrait pas éteindre autour du square, et puis ils sont pas d'accord, donc ils sont pas d'accord aujourd'hui, voilà, et donc ils habitent là, donc il faut prendre ça en compte, puis re-questionner dans 5 ans, voilà, peut-être que ça passera mieux plus tard. Il faut être patient un petit peu aussi. Voilà, donc ça c'est des développements de trames noires, où en effet on essaie de trouver des continuités. Il y a des rues, par exemple ici, où il y a juste du balisage, où voir c'est complètement éteint parce qu'ils sont en bord de zone. Mais ça, vous l'avez déjà compris sur les présentations précédentes. Et je voulais terminer effectivement sur une petite tentative pour qu'il n'y ait pas d'opposition entre la mise en lumière et la biodiversité, entre le beau, l'utile. Ce que je disais, c'est que j'ai beaucoup entendu depuis 10-15 ans mes confrères se plaindre parce qu'on les obligeait à trop allumer. En disant, oh là, la ville, machin, il demande 20 lux, tu te rends compte, c'est vraiment des classiques de discussion de concepteurs lumière. Très fâché qu'on suréclaire parce qu'on ne peut plus travailler les contrastes et qu'on ne peut plus faire exister des scénographies intéressantes. J'entends pas ces dernières années de confrères qui se plaignent qu'on les oblige à baisser la lumière. C'est vraiment, ça faut le savoir, parce qu'en fait, ça nous redonne en fait un champ de déploiement d'effets qui sont assez incroyables. Et le beau peut aussi être fonctionnel, c'est pas parce que c'est beau que c'est inutile, parce que justement on mélange tout ça.
Et il est indispensable. Vous voyez, par exemple, des effets comme ça là, de texture, ça ne pouvait pas exister quand il y avait du vin luxe moyen. Donc nous, on se fait plaisir en ce moment aussi avec ces trames noires, enfin ces abords en tout cas. Cet abaissement général des niveaux permet de déployer d'autres vocabulaires. Et effectivement, il y a des subtilités, comme le fait qu'on peut laisser une place dans le noir et éclairer juste une façade, qui par luminance en fait va nous donner une grande sensation d'espace. C'est un peu une manière différente de prendre les normes. Ça rentre pas dans les cases très faciles, mais c'est intéressant. Donc il faut rester ouvert à ces propositions-là. Et effectivement, avec voilà, des chemins roses dans la forêt, bon, il y en a de plus en plus, effectivement. Et on se posait la question, et c'est pour ça que c'est génial. L'étude sur le clignotement, c'est-à-dire qu'on a tous ces outils super intéressants et on se demande juste qu'il ne faudrait pas qu'on ait des mauvaises bonnes idées et effrayer les hérissons en leur faisant clignoter les pistes cyclables, quoi, par exemple. Donc voilà, on est très attentif et demandeur en fait de ces informations réelles sur les vrais impacts en fait, parce qu'en tout cas il y a de la demande et puis il y a de la volonté. Voilà, merci.